Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes très heureux ce matin d'accueillir notre ami Nicolas Clément, qui a une longue expérience auprès des pauvres et des gens de la rue en particulier. Et nous qui avons le souci de comprendre ce que ça veut dire que faire Église avec les pauvres, ou plus radicalement que les pauvres sont l'Église, nous sommes très heureux d'entendre son témoignage, ses réflexions. Très heureux par ailleurs de lire ses livres qu'il va aussi nous présenter. Voilà, et puis il va peut-être nous aider justement à avancer sur cette question difficile pour nous qui ne sommes pas pauvres, de voir comment les pauvres nous précèdent dans le royaume. Nicolas, je te remercie, je te passe la parole. Merci Claudine, merci Jean-François et merci à la technique avec François. Donc merci beaucoup de m'accueillir. Alors en plus c'est un avantage, pendant le Covid, pendant le Covid, on pouvait pas aller dans les musées, on pouvait pas avoir et on pouvait pas aller à la messe. C'était deux choses qui me manquaient. Donc, par contre, les églises étaient ouvertes, si vous vous souvenez. Donc, j'ai fait le tour de beaucoup d'églises de Paris. Je ne connaissais pas celle-ci, donc je suis très content. Je viens de prendre 2-3 photos et je vais la rajouter à ma collection, parce que j'en ai vu quand même 130 à peu près. Il y a 300 lieux, mais il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a un certain nombre. Les protestants, c'est pas ouvert du tout. Donc, ça à retenir d'ailleurs, c'est peut-être une question quantitative, mais quand même, c'est intéressant que les catholiques, c'est toujours ouvert à Paris et les protestants, c'est toujours fermé. Bon, c'est une parenthèse un peu ironique, voilà, mais c'est pas méchant. Alors, pour parler de choses plus sérieuses et puis celles qui correspondent à notre sujet, pardon. Donc Claudine m'a dit, il faut faire église avec les pauvres. Donc, alors je vais pas vous faire un exposé général. Je peux dire des choses là-dessus. Je vais peut-être me présenter quand même en 2 secondes. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises, dans des actions de marketing et puis de direction, essentiellement dans la presse. Donc rien à voir avec la pauvreté. En plus, la presse, c'était surtout les Échos, qui a vraiment rien à voir avec la pauvreté. Sauf en mesure de PIB, mais enfin c'est quand même très loin de la vie des gens. Et par contre, j'étais depuis fin 93 bénévole au Secours catholique auprès de personnes dans la rue pendant au total une trentaine d'années. J'y suis plus depuis 2 ans, mais je continue le même type d'activité en fait en solo. Et puis il y a une douzaine d'années, au cours de tournées de rue qu'on faisait la nuit, parce que la nuit, c'est le moment où on peut repérer les gens qui sont vraiment dans la rue. Vous savez, on a beaucoup d'interrogations sur le nombre de gens, de pauvres, etc. Et on n'a pas de chiffres. C'est d'ailleurs assez surprenant. On fait des politiques qui coûtent quand même très cher, donc ça c'est le bon côté de la chose, parce qu'on dit tout le temps on fait rien, c'est pas vrai. On fait beaucoup de choses, qui ne sont pas toujours adaptées, mais on fait beaucoup de choses, on dépense beaucoup d'argent, et on ne sait absolument pas pour qui, ni même pour combien de gens. Euh, Juste encore une parenthèse, ma femme n'est pas là, donc je peux y aller parce qu'elle déteste quand je fais des parenthèses. Mais donc, on ne sait pas du tout combien il y a de pauvres en France. Et quand je faisais des conférences, et j'en fais encore de temps en temps, sur l'exclusion, au début, je posais toujours une question en disant, à votre avis, il y a combien de SDF en France 100 000, 300 000, 600 000, 1 million. Et presque tout le monde va vers 600 000 ou 1 million. On ne sait pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup plus près de 300 000, voire peut-être un peu en dessous. Les chiffres vont peut-être sortir enfin en 2026. Les derniers datent de 2012. C'est quand même un peu surprenant, cette inadéquation des... Enfin, il n'y a pas une entreprise normale où on ferait des budgets sans savoir pour qui on s'adresse et à qui et pourquoi. C'est très étrange. Bon. Parenthèse fermée. Dans ces tournées de nuit, j'ai rencontré... Oui, alors donc, pardon, je reviens au point de départ. Faire des tournées la nuit, c'est le moyen de voir ceux qui sont vraiment dehors. C'est qu'il y a une distinction entre sans domicile et sans abri. Sans abri, c'est quelqu'un qui est dehors, qui couche dehors ou qui couche dans un parking. C'est pareil que d'être dehors, c'est nul. Et sans domicile, ça inclut ces personnes, mais ce sont aussi les personnes qui dorment, par exemple en hôtel social, qui dorment dans ce qu'on appelle les CHRS, c'est-à-dire centres d'hébergement et de réinsertion sociale, enfin tous ces lieux qui ne sont pas des lieux normaux d'habitat, où les gens
sont soumis à un certain nombre de règles, mais néanmoins, ils ont un toit et ils ont un lit. C'est pas optimum, c'est pas la vraie vie normale, mais c'est quand même pas mal. En fait, c'est des sans-abri. Ils ont beau avoir un petit abri, c'est quand même un sans-abri parce que c'est pas, sauf s'ils sont dans un camping et que c'est un choix et qu'ils sont avec dans les films de Monsieur Dubosc, mais autrement, c'est pas un choix et donc c'est pas top. Nous, on habite du côté de la Bastille. Le long de l'Arsenal, il y a plein de tentes. C'est des sans-abri. Mais ils sont inclus donc dans la grande catégorie des sans-domicile. Or, on voit beaucoup de gens pauvres dans la rue pendant la journée, surtout autour des gares, mais pas seulement. La nuit, c'est pas pareil. La nuit, il y en a quand même beaucoup moins. Et donc, nous, on s'était dit, on va tourner la nuit à la rencontre de ces gens, vraiment la nuit. Et dans le cours de la nuit, il y a déjà une douzaine d'années à peu près, il s'est trouvé que, oui, même un peu plus, je trouvais beaucoup de familles roms, papa, maman, enfants, et enfants petits, y compris des bébés. Et tout ça vers 3-4 heures du matin, on se demande, pardon, mais ce qui fiche là quand même. Donc ça m'avait un peu perturbé. J'avais été voir le groupe du Secours catholique, le groupe du Secours catholique qui s'occupait, une petite antenne qui s'occupait de ces personnes spécifiquement, et j'avais dit, est-ce que je peux tourner une ou deux fois pour essayer de comprendre. Je fais ça depuis plus de 10 ans, avec beaucoup de passion, et en fait, je suis devenu le responsable de l'équipe à l'époque, et puis maintenant, je suis responsable de moi-même, ce qui est, là, au moins, personne m'embête. Et du coup, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, et aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai coupé mon téléphone parce que je pourrais avoir un coup de fil, mais ça m'occupe à 5, 6, 7 heures par jour, tous les jours, y compris en général le week-end. Donc c'est assez dense et assez passionnant avec des gens que j'apprécie beaucoup. Et alors, c'est le début de la première page de publicité. Donc, vous lirez sûrement avec beaucoup d'intérêt, j'en ai apporté là-dedans, La précarité pour tout bagage, un autre regard sur les Roms. L'idée étant, en écrivant ce livre, de changer un peu le regard qu'on a sur les Roms, pas les transformer en saints, mais les retirer l'image quand même de monstres ou de gens épouvantables que la plupart d'entre nous, moi compris, avant de les rencontrer, avons. C'est la population de très loin la plus détestée, et donc l'idée c'était de comprendre, de montrer par des rencontres. Alors, la chance que j'ai finalement par mon parcours, ça a été à la fois d'avoir un parcours très terrain, que je continue d'avoir très terrain, et en même temps, quand j'étais directeur général de cette structure dont je vous parlais tout à l'heure, l'UNIOPS, et puis avant, de façon temporaire, d'être directeur général de Emmaüs Solidarité, ça c'était une action d'intérim, direction d'intérim. Emmaüs Solidarité, c'est la grosse structure d'hébergement d'Emmaüs, d'avoir une vision beaucoup moins terrain et beaucoup plus générale. Et du coup, d'essayer de marier les deux. Et dans ces livres que j'ai écrits, il y en a aussi 2 avant sur les SDF, c'est d'essayer à la fois de montrer de façon concrète des situations avec des vraies personnes et des vraies histoires, changeant les noms pour que, si par hasard, il y a très peu de chance, puisque dans les Roms, une grande partie sont analphabètes, donc ils tombent sur mon bouquin, il n'y en a vraiment pas beaucoup de chance, mais sait-on jamais. Donc, qu'ils ne se sentent pas directement concernés, mais en même temps, que ça raconte des vraies histoires, et à côté de ça, que je prenne du recul quand je vois par exemple une jeune fille qui se marie à 14 ans, enfin qui se marie évidemment pas légalement, puisque en Roumanie comme en France, on ne se marie pas à 14 ans, mais eux disent se marier, ça veut dire qu'on se met avec un garçon et qu'on a tout à fait la perspective qu'on puisse avoir des enfants. Perspective qui se concrétise dans la plupart des cas. Quand on fait ça à 14 ans, est-ce que quand je raconte une histoire d'une petite fille comme ça, une petite jeune fille comme ça, est-ce qu'elle est anormale, est-ce qu'elle est atypique, ou est-ce qu'elle est significative de la population à laquelle elle appartient? C'est ça que j'essaie de voir à chaque fois, c'est-à-dire à la fois un cas et puis une extrapolation. Voilà. Donc, je reviens à mon sujet, mais en fait, je suis déjà un peu dedans quand même. Donc, faire église avec les pauvres. Alors, je trouve que vous avez de la chance cette année, puisque on a 3 trucs. Vous avez eu récemment la conférence de François Audinet, là, l'aumônier du Secours catholique, que moi, j'ai pas rencontré, puisqu'il est arrivé un peu après mon départ du Secours, mais qui, tout ce que je peux en lire, a l'air d'être un monsieur très bien.
Donc beaucoup de chance. Et puis on raconte le même genre d'histoire, donc c'est très bien. Donc il y a une correspondance. Il y a évidemment Léon XIV avec son dilexité. Alors je ne sais pas où vous allez en paroisse, etc. Moi je trouve que l'Église s'en saisit pas beaucoup et que c'est un peu étonnant parce que c'est le premier texte. Alors il a un double intérêt. D'abord, le premier texte d'un pape, c'est toujours intéressant parce que c'est pas programmatique, mais quand même, ça donne un peu une idée de ce que peuvent être ses aspirations, ses intérêts, ses centres d'intérêt, etc. Et puis, c'est intéressant aussi parce que ce pape, jusqu'à présent, il n'a pas dit grand-chose. Alors, il fait des petits sermons à droite à gauche, mais il dit pas des tonnes de trucs. Il dit qu'il faut la paix. Bon, ben, enfin ça, on est tous d'accord, mais enfin dans un monde assez catastrophe en ce moment, côté paix, c'est pas très opérationnel immédiatement, quoi. Donc, on reste un peu sur sa faim, comme moi. En revanche, là, il dit des choses vraiment intéressantes, et surtout par rapport à son prédécesseur, puisqu'il y a toute une partie de l'Église euh, que j'espère minoritaire, mais dont je ne suis pas sûr tous les jours, qui n'était pas contente de François, dont il pensait que c'était un dangereux gauchiste, forcément venant d'Amérique latine, ayant participé à des trucs à Médéine, etc. Il devait avoir fumé la moquette là-bas, enfin tout ça. Donc normalement, on n'était pas. Il y a quand même toute une partie de l'Église qui a trouvé que heureusement, il avait fini par mourir, il a mis le temps quand même, il a été pape 12 ans, mais heureusement, on est passé à autre chose, et on a enfin un type qui en plus est américain, donc avec un peu de chance, il serait trumpiste. D'abord, il n'est pas trumpiste, ça c'est sûr depuis le début, ça c'est quand même une chance, et nivanciste, et puis en plus, il écrit ce texte, et ce texte, alors il a moins de... Il est moins chaleureux, moins prophétique, on va dire, que ce que pouvait écrire comme style, que ce que pouvait écrire François. Mais je trouve qu'il a un intérêt immense, c'est qu'il nous dit l'histoire des pauvres, c'est notre ADN, mais au cœur du cœur. Moi, il y a une expression que j'aime pas tellement, c'est l'option préférentielle pour les pauvres. Préférentielle, ça veut dire que j'ai une préférence, mais qu'il y a plein d'autres trucs qui sont vachement passionnants autour. Euh, Or, lui, il sort de ça, c'est vraiment le cœur du cœur. Et puis depuis le début. Alors Jésus, bon, si on veut bien lire les évangiles quand même, il y a un certain nombre de gens qui ont du mal à les lire vraiment, mais enfin, il y a quand même vraiment beaucoup de textes où il nous dit que c'est absolument premier. Mais il n'y a pas que Jésus. Il y a les apôtres, et puis après, il y a les pères de l'Église, et puis après, il y a les conciles, et puis après, on arrive à Léon XIII, grand-père de Léon XIV, forcément, avec un numéro comme ça, et qui nous dit la même chose avec Rerum Novarum, et puis depuis, il n'y a pas un seul des... Si, peut-être que Pie XII, c'était un peu moins. Mais globalement, tous les papes s'y sont collés et ont dit que c'était absolument essentiel. Et puis chaque fois, ils ont fêté un anniversaire, les 60 années, les 70, les 80, les 100 ans, les 100, etc., de Rerum Novarum. Et chaque fois, ils en ont remis une couche. Et donc, c'est pas du tout une excentricité de François. Donc, je trouve que c'est vraiment essentiel. Alors, ça nous dit peut-être quelque chose qu'on ait du mal à s'en saisir. Parce que si vraiment on le prend vraiment en compte, c'est quand même un peu compliqué quand même. Ça change. On n'est pas obligé de tous devenir franciscains pauvres, pieds nus et de marcher dans la neige, mais ça oblige quand même à changer un peu ses attitudes et ses fonctionnements. Au moins dans le regard qu'on a avec les autres. Je vais m'arrêter là sur dilexité parce que vous avez sûrement prévu une, deux, trois, 5 conférences dessus, et puis peut-être de le lire aussi si vous ne l'avez pas encore fait. C'est pas long en plus, donc je vous le conseille vivement. Alors Pedro Meca, donc ça c'est la deuxième page de pub, c'est celui-là dont je vais vous parler. Pedro Meca, déjà vous voyez sa tête, une grosse barbe, mais alors on ne voit pas sous le béret, mais il avait en plus un catogan, il avait de la brioche. Il avait un accent comme ça, il rocaillait, il était très rocailleux. Est-ce qu'il y en a qui l'ont connu? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien. 6, bravo. Bon, alors, vous me corrigerez si ce que je vous raconte ne correspond pas au bonhomme. Bon, en tout cas, il paraît comme ça. Il paraît comme ça parce qu'il était basque-espagnol. Il est arrivé jeune en France. Enfin, il parlait très très bien français. Il écrivait français, etc. Mais il gardait son truc. Il était un peu taureau-héros.
Alors torero à la mode basque, c'est-à-dire qu'on ne va pas avec une muleta devant les taureaux, on les lâche dans les rues, dans les rues et de Pamplonne, et on court devant le taureau et on essaie de ne pas se faire écraser ou encorner par la bête. Donc c'est comme un peu spécial. Ça, il était déjà prêtre en faisant ça. Il a joué également dans un film d'Arrabal, où il est torse nu, peut-être plus nu, ça on voit pas parce qu'il est derrière une table, mais il bouffe des poussins crus. Ce qui est marrant, c'est que les gens qui m'en ont parlé ne m'ont parlé que du fait qu'il était nu, ou à moitié nu, et pas du fait qu'il mangeait des poussins crus, ce qui est quand même aussi spécial. Bon, il y a un vrai message là-dedans, et qui est presque écolo, mais c'est intéressant quand même. Enfin, c'est un peu inhabituel pour un prêtre standard. Donc ça, c'est la façade, quoi. C'est l'allure d'un type qui ne correspond pas à ce qu'on attend habituellement. Moi, je l'ai connu en 94. En avril 94, il y avait une formation au Secours catholique pour essayer de mieux comprendre comment on rencontre les gens de la rue. Et c'était ce gars, je ne dis pas ce prêtre, puisque j'ai su qu'à la fin que c'était un prêtre, ce type un peu bizarre, mais très sympathique, qui racontait des histoires et qui les racontait bien sur la façon d'aller vers les gens de la rue. Au-delà de son allure physique, il a aussi un parcours particulier. Alors, avec ça, il a quand même réussi à être, ou peut-être grâce à ça, je ne sais pas, il a réussi à être à peu près toute sa vie auprès de tous les gens en grande difficulté. Donc, alors principalement les SDF, c'est comme ça qu'il est le plus connu, mais c'est aussi occupé de drogués, de gens qui avaient le sida, c'était lié dans les années 80, hein, drogue et sida, c'était très très lié. Des prostituées, ça marche aussi en partie ensemble. Voilà, des sans-papiers. Enfin, il s'est occupé un peu de tout ce type de population. Il habitait dans un squat, en bordure d'un squat en Espagne, dans un squat à Pantin en France. Enfin, il a été très lié à tout ça. Il était prêtre dominicain. Alors, il était prêtre dominicain, il n'était pas très conventuel ni conventionnel. Il dormait très peu dans son couvent, où il allait quand même beaucoup, mais pas tellement pour y dormir. Il habitait dans le 15e, 14e, je ne sais jamais, avec une dame ex-novice dominicaine. On n'a jamais su s'ils étaient colocataires ou plus. En tout cas, ils étaient très proches, c'est sûr. Et une des rares fois où il a raconté qu'il avait dormi dans son couvent, c'est le couvent de la Glacière, hein, dans le 13e. C'était un jour où il se couchait extrêmement tard, hein, il se couchait vers 3, 4, 5 heures du matin, et il se levait à 8, 9 heures, donc il avait des nuits extrêmement courtes. Et un jour où c'était vraiment tard, et où il était près du couvent de la Glacière, et où il n'avait pas de moyen de rentrer chez lui, il était couché dans le couvent parce qu'il savait qu'il y avait une chambre, enfin une cellule qui était libre, parce que le moine qui était dedans, pas le moine, voilà, engueulé, on dit un frère pour les dominicains, donc le frère qui était là était mort 2 jours avant, et donc la cellule était libre, donc voilà, il s'est couché là-dedans. Donc un gars assez fantasque, mais en même temps extrêmement sérieux, carré, rigoureux. Alors il a créé l'un des trucs qui reste et qui est vraiment important qu'il a créé, ça s'appelle la Moquette, les Compagnons de la Nuit. C'est l'association, c'est les Compagnons de la Nuit, le lieu c'est la Moquette, c'est au 15 rue Gay-Lussac, c'est tout près du Luxembourg, c'est ouvert à tous et c'est le soir, presque tous les soirs de la semaine, et c'est un lieu assez étonnant parce que c'est beau. Et c'était un des grands soucis de Pedro, c'est que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit vous filer de la merde. Pardon pour le mot, en plus. C'est pas... Mais c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être maltraité. Au contraire, ça doit être beau. Et donc tout ce qu'il faisait était fait pour être beau. Et dans ce lieu, c'est beau, et ça accueille des ADF et des SDF. Alors SDF, on connaît tous le mot, enfin l'acronyme. Par contre, ADF, ben c'est avec domicile fixe, donc c'est a priori, sauf si c'est erreur, nous, tout le monde. Et l'idée étant de justement ne pas caractériser les gens par leur manque, mais par leur être. Donc nous sommes des gens qui peuvent se rencontrer, qui peuvent se côtoyer, qui peuvent être ensemble. Et dans ce lieu,
Alors, sauf quelques-uns qui, quelquefois, semblent très forts parce qu'ils sortent vraiment directement de la rue dans des conditions très difficiles. Mais sinon, vous êtes à côté de quelqu'un et vous ne savez pas très bien d'où il vient et où il retournera ou pas, soit chez lui, soit dans la rue, après la soirée passée ensemble. Et c'est très bien parce que du coup, on va vivre ensemble quelque chose qui sera pas sur le mode du manque. Alors, ça, c'est un des fruits de son enfance. Il a une enfance très particulière. Donc il est né en 1935. On a fêté l'année dernière, c'est pour ça que je voulais absolument que ce livre sorte l'année dernière pour que ça fasse les 10 ans. Vous avez d'ailleurs vu plein de radios et de télé qui s'en sont emparés en disant c'est les 10 ans, c'est 10 ans. Non, il ne s'est rien passé du tout. Mais bon, tant pis, c'était l'idée, c'était ça. Il est mort en 2015 et il est né il est mort en 2015 et il est né en 1935 à 80 ans, 90 ans. Et il est né donc pour la guerre d'Espagne, au Pays Basque, près de Pamplonne. Et sa mère est partie très peu de temps après sa naissance, laissant 2 enfants, laissant Pedro et un fils un petit peu plus vieux qui avait 2 ans de plus. Et elle confie Pedro à un couple de gens vieux, plus de 60 ans, donc pour avoir un bébé, puisque pendant longtemps il a cru que la dame était sa maman, ce qui collait pas techniquement, parce qu'une dame de plus de 60 ans, et puis progressivement elle a eu de plus en plus que 60 ans avec un bébé, ça correspond pas. Et cette dame est extrêmement pauvre, son mari aussi, lui il est mort assez vite, et donc c'est elle qui l'a élevé, apparemment avec aucune pension envoyée par la mère à partir de la France, rien du tout. Et donc, elle faisait la manche dans le village, une fois par semaine, pour compléter un peu ce qu'il n'avait pas. Et alors, elle se présentait dans les maisons en disant, elle se présentait avec Pedro, et elle disait, regardez mon petit, comme il est beau, comme il est intelligent, regardez, il est génial, etc. Donnez-moi des sous. Bon. Ou donnez-moi des navets ou des pommes de terre, ou j'en sais rien. Alors lui, ça lui a beaucoup plu. Parce que c'était très valorisant. Évidemment, c'était un peu un argument commercial, hein. Elle aurait dit il est moche, c'était moins bien. Mais c'était aussi la sensation que on existe et qu'on peut, dans le regard de quelqu'un, avoir une vraie valeur, vraiment très forte. Et ça, c'est quelque chose qu'il a reproduit tout le temps. La Moquette a édité un livre très beau qui est dans un format, il est presque grand comme ma table, qui s'appelle SDF, mais ça veut dire Serge Denise François. Et c'est des visages de SDF et c'est très beau parce qu'ils ont pris des photos en plan extrêmement rapproché. Vous imaginez, sur cette taille-là, vous avez cette partie du visage. Vous n'avez pas le visage entier. Donc vous avez évidemment, même pour une super belle fille, il y a quelques grains de peau, et pour un gars délabré, c'est pas des grains de peau, c'est des précipices. Hein. Donc le visage est abîmé, évidemment. Et c'est très beau, en effet. Et en face, ils ont demandé à la personne photographiée de réagir à sa photo. Et les textes sont vraiment très très jolis. Et justement, il y a cette idée de montrer la beauté de l'individu. Et c'est vraiment un truc qui a porté Pedro pendant toute sa vie. Et je trouve que c'est une des choses qu'on doit garder absolument dans le regard qu'on a avec tout le monde. Et alors, il était en même temps très cash. Hein. Il était capable de dire à un mec « tu pues ». Et pas peut-être que tu as un tout petit problème olfactif. Non, tu pues, vraiment. Mais avec une bienveillance suffisante pour que ça passe, en fait. Pas suffisante. Suffisante, c'est limitatif. Une bienveillance totale. Alors, ça, il a constaté ça. Il a en même temps, dans le même temps, ça fait très macroniste des débuts, hein, ça fait 2 fois que je dis en même temps, depuis le début, mais dans le même temps, il a découvert l'injustice, mais une injustice caractérisée, parce que je vous ai dit tout à l'heure que sa mère avait 2 enfants, et que l'aîné, elle l'a confié aux grands-parents, parce que dans ce village, il y avait les grands-parents paternels de Pedro. Et donc elle a confié l'aîné aux grands-parents, qui étaient c'était pas Bernard Arnault, mais c'était les notables du village. Et donc ils ont élevé ce petit garçon dans des conditions matérielles extrêmement, tout à fait favorables.
Et puis ils avaient leur petit-fils, d'autres, qui venaient faire la manche une fois par semaine et à qui on donnait 2-3 pesettes, puisqu'ils n'étaient pas euros, hein, donc pesettes, à l'époque, point barre. Et au début, il ne savait pas que c'était ses grands-parents, et puis à l'âge de 5-6 ans, il l'a su, et donc c'était quand même terrible, quoi. Il voyait bien qu'il y en avait un qui était bien habillé, c'était son frère, et que lui, il était habillé comme un gueux. Il y en avait un qui avait des bonbons et des gâteaux, et l'autre qui n'en avait pas, etc. Enfin, c'était quand même vraiment très dur. Alors évidemment, avec ça, il aurait pu mal tourner et avoir envie de se venger. Et effectivement, il y a un livre qui a été écrit il a écrit 2 livres en collaboration avec une journaliste qui s'appelle Blandine de Ditchin, qui sont des beaux livres. Et dans le premier, il y a un chapitre qui s'appelle Venger l'enfance. Et il aurait pu la venger en faisant plein de folies, ce qui était un peu le cas au début de sa vie. Et puis il a bien basculé. Il a bien basculé parce qu'un soir, après alors, à 17 ans, sa maman, parce que la dame qui s'occupait de lui, qui l'a pas adopté techniquement, mais qui était vraiment, qui s'occupait de lui, cette vieille dame, il l'appelait maman, et l'autre, il l'a jamais appelée que ma mère. Il l'a rencontrée après. Donc à 17 ans, quand il a 17 ans, la vieille dame meurt, et il part en France et il retrouve sa mère qui habitait à Bordeaux. Sa mère, elle avait une petite boutique, mais en même temps, elle faisait de la contrebande. Et lui, il est devenu un gros chef contrebandier pour sa mère. Et il dit, j'ai vendu de tout, sauf de la drogue. Bon. Il dit même, j'ai vendu des canons. Bon, ça, on ne sait pas, parce qu'il était assez fort pour raconter un peu, monter des légendes. Même si on n'avait pas l'idée de faire une légende, lui, il était assez fort pour en faire. Donc, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on n'est pas complètement clair. Et puis, il a été militant basque à ce moment-là, et très très engagé avec le TA. Ça fait partie des sujets sur lesquels on ne sait pas jusqu'où il a été. Est-ce qu'il a simplement transporté des tracts? Est-ce qu'il a transporté des armes? Est-ce qu'il a participé à des actions? On ne sait pas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'en 70, il y a eu le procès de Burgos, vous vous souvenez peut-être, hein, Burgos, où il y a ces jeunes de l'ETA, ils étaient 16 je crois, qui ont tué, enfin ils étaient 16 accusés, qu'un qui a tiré, mais qui ont tué un chef de la police espagnole qui était objectivement une saloperie. Est-ce qu'on a besoin de tuer les gens parce qu'ils sont pas bien? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'était pas un archange. Ils l'ont tué. Ils sont arrêtés. Ils sont accusés. Et ils risquent d'être condamnés à mort. Et à la télé française, vous savez qu'il y avait qu'une chaîne à cette époque-là. Il y avait 5 colonnes à la une avec Dumayet. C'était The Big émission. Hein, et Dumayet interroge une personne qui va lui expliquer ce que c'est que le théâtre espagnol et pourquoi ces types et ces filles, puisqu'il y avait aussi des filles, il faut quand même ne pas les tuer, ne pas les exécuter. C'est Pedro Meca. Pedro, prêtre dominicain, qui va être l'interlocuteur, donc quand même très impliqué, parce qu'ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre. Hein. Ils prennent ce prêtre dominicain parce qu'en 56, ayant fait la fête toute la nuit, à 3 heures du matin, il n'a pas de quoi allumer ses cigarettes et il croise un type en robe blanche dans la rue qui était un prêtre dominicain et qui l'allume. Il rentre chez lui et il dit « Maman, je vais devenir prêtre ». Et sa mère lui dit « Va te coucher, parce que c'est pas l'heure ». Et puis en fait, il garde l'idée et il le devient. Quand même, il y a un moment pour vous dire à quel point il aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. À un moment, jeune novice, il dit à un de ses confrères novices, toi, dans 20 ans, tu penses que je serai quoi? Il dit, moi, je te vois soit chartreux, soit macro. Hein, donc, parce qu'effectivement, il avait beaucoup de contacts avec beaucoup de jeunes femmes et il n'était pas forcément macro, mais en tout cas, il était charnellement très proche de tout ça. Et donc, où est-ce qu'il va basculer? Donc, il a basculé côté église, clairement. Et il est devenu dominicain, donc un peu hors les murs, clairement. Mais à cette époque-là, ils étaient nombreux, hein, comme ça. À la même époque, ils se sont connus. Il y avait Burin des Rosiers, qui a un nom qui vous dit peut-être quelque chose. Donc Burin des Rosiers, il a été prêtre dominicain aussi. Il est parti notamment, il a été prêtre au travail à Annecy pendant 6 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, il a été en Amérique latine où il a été défenseur des pauvres, des sans-terre dans le nord-est espagnol et brésilien.
Ce qui est intéressant, c'est quand il était à Annecy, pendant 6 ans, il n'a ni dit la messe, ni été à l'église. Il était complètement hors cadre. Mais il était toujours dominicain, il n'a pas rejeté, et il était suivi par son supérieur qui venait régulièrement le voir et qui en tout cas lui écrivait régulièrement. Et finalement, il est resté complètement dans l'église. Il y en a un autre qui était un de ses copains qui est mort récemment. Il y avait un article dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, Paul Blancard, qui était un gars... j'ai eu la chance de rencontrer très peu avant sa mort. J'ai rencontré 72 personnes pour faire ce bouquin qui avaient connu Pedro, plus plein de documents. Et il était dans ses 72. Il disait, moi je suis dominicain, tant qu'il me garde et qu'il ne me vire pas. Et pour moi, ce qui compte, c'est l'homme de Nazareth. Il disait beaucoup l'homme de Nazareth. Et Pedro était assez proche de ça. Mais Pedro était un petit peu plus quand même dans la ligne du parti. Blancard, il était vraiment très, très ailleurs. Alors, l'action de Pedro Meca, elle reste très actuelle, à mon avis, à la fois sur le plan social et sur le plan religieux. Sur le plan social, parce que aujourd'hui, dans les associations de solidarité, c'est... Alors, moi, je les côtoie depuis donc 30 ans et j'ai été dans des fonctions d'encadrement pendant 3 ans et dans des endroits où on voyait toutes les associations. Ça fait très longtemps que toutes crient au loup et disent on est étranglé, on n'a plus d'argent, etc. Donc, faut nuancer un tout petit peu ce qui se dit aujourd'hui. Néanmoins, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus difficile et qu'il y a pas mal de financements qui se ferment et puis qu'il y a des phénomènes qu'on n'avait pas vus avant. Vous avez la région, comment elle s'appelle, le Pays de la Loire, Pays de Loire, qui a la région. Alors heureusement, les sous au plan social sont plutôt départementaux, donc c'est tant mieux. Mais la région a coupé beaucoup ses budgets sociaux. Et c'est significatif d'un état d'esprit, et c'est pas le Rassemblement national, c'est juste entre guillemets LR, et la dame qui dirige ça, si la droite dure arrive au pouvoir, elle risque d'avoir un poste important, parce qu'elle a essayé de beaucoup manifester que c'était une voie de remettre les finances de l'État en bon état. Donc il y a une espèce d'obsession dans les associations aujourd'hui sur le plan financier qui fait quelquefois un peu oublier la mission réelle des associations, qui est quand même d'être d'abord au service des gens. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas, hein, mais il y a un moment où ils sont tellement obsédés par leur fin de mois que quelquefois ça les trouble un peu. Pedro, il est vraiment sur le fait que travailleur social, c'est d'abord une présence, une écoute et un accompagnement. Ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est pas le... Et alors là, ça c'est mon point de vue, mais c'était aussi partagé par lui. C'est pas que un truc de travailleurs sociaux, c'est aussi un truc de tout citoyen, de toute personne. Et là, on tombe sur la deuxième partie, c'est la partie religieuse, évidemment. Il n'y a pas de solution aussi, ce que rappelle Pedro, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle pour s'en sortir, mais que c'est les gens qui décident, c'est pas nous. Et souvent, on a envie dans les structures de faire un peu à la place des gens. Et ça, c'est difficile. Ce sont les gens qui décident, c'est pas nous. Et puis, il faut du temps pour instaurer la confiance. Ça aussi, c'est un truc qui est très important et qui est pour le coup de plus en plus délicat. C'est que pour des raisons qu'on explique par le manque d'argent et qui pour moi sont plus profondes que ça et qui vont ailleurs, qui incluent ça, mais pas que ça, les travailleurs sociaux sont extrêmement volatiles. Je ne sais pas si vous travaillez avec des structures sociales, mais on a mal de chien à garder les mêmes interlocuteurs longtemps. Quand il reste 2 ans, on dit « Waouh, 2 ans déjà !» Et souvent, c'est 6 mois, c'est 1 an, ça bouge énormément. Or, les gens qu'ils ont en face d'eux, les pauvres, les plus démunis, etc., sont des gens qui ont une expérience quand même de difficulté avec les structures, avec les institutions, évidemment avec l'État, mais même aussi avec les structures associatives, qui ont eu l'impression de temps en temps de se faire avoir, qui ont vraiment des passés qui sont souvent des passifs en face d'eux, et qui du coup font que ils travaillent pas avec une institution, ils travaillent avec une personne. Et quand cette personne change, ça colle pas. Et comme en plus, une grande partie de ce qu'ils ont à raconter, c'est des
des échecs quand même, c'est des parcours cabossés, et que c'est pas agréable de raconter qu'on a raté, enfin, c'est pas qu'on a raté d'ailleurs, c'est la vie qui nous a ratés, c'est pas nous. Souvent, c'est des parcours qui sont très compliqués. Et là, je peux en parler pendant longtemps. Si vous avez des questions tout à l'heure, on peut en parler. Mais on tombe pas dans la rue par hasard, mais c'est pas non plus, c'est pas une fatalité, mais c'est pas un hasard. Et il y a tout un tas de facteurs qui emmènent dans cette situation-là. Et du coup, c'est pour ça aussi que ça se résout pas en 2 minutes. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de continuité et de confiance. Et quand les interlocuteurs changent tout le temps, eh ben c'est difficile. Et moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler avec des familles roms que je connais depuis 12 ans. Et il y a des structures associatives qui sont bienveillantes, qui sont plutôt gentilles, qui s'occupent d'eux et qui sont très agacées de ce que moi, bénévole, ces gens fassent des trucs avec moi qui ne les font pas avec la structure. Et ils disent, mais dites-leur qu'il faut qu'ils travaillent avec nous, parce que nous, on ne travaillera pas avec eux, donc ils n'auront pas le logement, etc. Et je le dis tous les jours à ces gens dont je m'occupe. Mais ils disent, ouais, mais toi, t'es là. Eux, cette structure-là, ça fait 5 personnes qu'on voit en 5 ans. Ben, désolé, mais on en a marre de raconter notre truc, et puis on n'a pas confiance, puis on n'y croit pas. Ben, donc non, toi, on sait que t'es là, on sait que quand on t'appelle, même le dimanche, tu réponds. Et c'est normal, eux pas, parce que c'est des salariés, et c'est normal qu'ils aient des... Enfin, moi, je ne dis pas qu'il faut qu'ils travaillent tout le temps, hein, évidemment. Je dis que c'est important de faire des structures où il y a des partenariats bénévoles et salariés. Les salariés font des choses qu'on ne peut pas faire, et les bénévoles font des choses que les salariés ne peuvent pas faire, et ce n'est pas les mêmes rapports. Le problème, c'est qu'il y a des méfiances, des chapelles, pas comme celle-ci, mais des vraies chapelles qui sont avec des murs beaucoup plus épais que ceux-ci et qui font que ça ne fonctionne pas toujours. Sur le plan religieux, il faut revenir aussi à l'essentiel. Alors là, dilexité, évidemment, mais le caractère essentiel vraiment du regard vers l'autre et de la bienveillance. La bienveillance, ça ne veut pas dire que la personne d'en face, on accepte tout, hein, que tout est bon, qu'on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Mais on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord quand il est clair qu'il n'y aura pas de jugement en même temps. Dire je ne suis pas d'accord avec ton comportement, ça ne veut pas dire que je te juge comme un sale type. Je dis simplement, là, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de faire. Et ça, c'est 2 choses qui sont entendables au long cours. Évidemment, si je fais une réaction vive la première fois que je rencontre quelqu'un, la confiance, elle est finie. On n'en parle plus et puis on ne va plus se parler. En revanche, si c'est lié à, je veux dire, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai passé toute la journée avec un couple, d'abord le monsieur puis la dame puis le monsieur. Ils sont ensemble depuis 19 ans, ils ont 5 enfants, et là ils voulaient se séparer, c'était plus possible, etc. Tu bois trop, non, toi tu me commandes trop, enfin bon, etc. Et c'était terrible. On a passé la journée ensemble. Moi j'ai commencé d'abord par engueuler le gars, parce que je lui ai dit, écoute... t'es complètement con, tu sais que tu as un problème avec l'alcool, et là tu as posté un truc sur Facebook où tu bois au goulot une bouteille d'alcool fort, et en plus tu craches dans le feu et tu rigoles parce que tu trouves que c'est vachement drôle. Et bien que tu fasses ça devant tes copains, ok, mais là, sur un truc où tu ne rêves que d'une chose, c'est que tout le monde le voit sur Facebook, c'est absurde. Et puis tu sais bien que ta femme, ça ne va pas le faire plaisir. Donc c'est débile. Alors au début, il m'a dit, ça fait 11 ans que tu t'occupes de moi, je ne veux plus te voir. Donc c'est fini. Bon, très bien, on va rediscuter. Et puis en fait, ils se sont réconciliés jusqu'au prochain round. Mais 2, surtout, ça y est, en fait, parce qu'il a accepté, parce qu'aussi, c'est passé des choses entre nous, parce que il y a la première fois où on s'est rencontrés, il avait à l'époque que 3 enfants, qui avaient été placés parce qu'il faisait la manche avec, et que c'était dégueulasse parce que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit placer les enfants. Et donc, on avait, avec une avocate avec qui je travaille, réussi à récupérer les enfants. Et du coup, évidemment, ça crée des liens de sympathie quand même, parce que c'est pas nul de récupérer ses enfants. Voilà. Alors,
Pedro, vous lirez, puisque vous avez tous évidemment vous précipiter, j'ai pas des exemplaires pour tout le monde, mais il y a des très bons, on n'est pas très loin de la procure, donc vous pouvez continuer derrière s'il en manque, acheter à la procure. À la fin, j'ai fait un petit florilège des Fioretti de Pedro, parce que Pedro, c'était un homme, en ceux qui l'ont connu, vous avez dû remarquer, il aimait les phrases chocs. Il avait des phrases qui cognent un peu. Alors là, c'était plus François que Léon XIV. Léon XIV, c'est un peu soft. Il n'y a pas beaucoup de phrases chocs, mais François, il y en avait. François, il y a une phrase que j'aimais bien, des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques. Moi, j'aime bien cette phrase-là. Pedro, il en avait du même genre. Et alors, mais il avait des phrases qui ont l'air un peu bébêtes, mais qui en fait, moi, je trouve, disent beaucoup. Par exemple, vous vous rendez compte qu'en marchant dans la rue, c'est vous marchez dans leur salle à manger. Ça a l'air bête. Oui, mais en fait, quand vous marchez sur le trottoir et que vous êtes près d'un gars, eh ben, vous marchez plus de la même façon. Parce que vous êtes sur son territoire, vous êtes dans son espace. Il n'occupe pas notre espace commun, il n'occupe pas ma rue. C'est sa rue, c'est son espace, c'est son bout de trottoir, il est chez lui. Et moi, je suis chez lui quand je passe là. Et donc, je dois lui demander s'il veut bien m'accueillir chez lui. D'accord ? Disait un regard, alors ça c'est pour François avec la caméra et les appareils photo, un regard qui fixe une situation donne un cliché qui ne voit pas le devenir. Effectivement, on fixe une situation à un moment T, mais on ne voit pas comment ça évolue avant, après, pendant. Pour lui, alors ça c'est aussi un truc que j'aimais bien sur les béatitudes. Les béatitudes, c'est un creux pour accueillir l'autre, c'est une crèche pour accueillir la vie, c'est une cruche pour accueillir le vin de la fête. Parce que Pedro, il buvait bien, il aimait beaucoup le whisky, mais pas que, et il aimait la fête. C'était pas un chrétien qui a un air de carême sans Pâques. Il avait vraiment Pâques et Pâques et Pâques, vraiment. Il avait aussi une phrase, ça c'est une amie SDF qui la cite tout le temps, et que j'aime bien aussi, c'est la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Alors effectivement, faites la manche. Voilà, je fais la manche. Évidemment, je la mets comme ça, ma main, je la mets pas comme ça, sinon l'argent va tomber. Donc je la mets par en dessous. Et puis l'argent, il va tomber par au-dessus, pardon. Il va tomber par au-dessus, donc il vient d'au-dessus. Donc clairement, alors en plus, en général, la personne qui fait la manche, sauf dans le métro, mais sinon elle est par terre. Et puis nous, on est debout, puisqu'on marche. Donc à la rencontre, on est debout, donc on a déjà un rapport de force qui est pas égal. Alors même si on se met par terre, moi je me mets beaucoup par terre et j'ai fait la manche d'ailleurs. Enfin j'ai pas fait la manche mais je me suis mis à côté. Ah oui, Pedro il avait aussi un truc qui était assez drôle. Il se mettait lui régulièrement à côté de gens qui faisaient la manche. Et puis alors lui il avait vraiment son côté foisonnant avec sa barbe, son catogan, son bordel, son bazar. Et lui, souvent il y a des gens ils mettent une petite pancarte pour manger et lui il disait pour boire. Et il racontait qu'il gagnait beaucoup plus de fric. Donc c'était mieux commercialement. Bon, ça faisait rire les gens. Mais cette histoire de la main qui est au-dessus de la main qui reçoit, je trouve que c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner. Ça veut dire par contre que c'est bien que ça nous laisse toujours mal à l'aise. C'est bien qu'on se dise toujours, est-ce que je donne pas, combien je donne. On ne donne jamais assez. Parce que même si on donne 20 €, ça ne change absolument pas la vie de la personne. Si on donne 50 centimes, c'est pas beaucoup. Si on donne 5 centimes, c'est qu'on se fout de lui. Donc on ne sait jamais ce qu'on doit donner. Et ben on doit d'abord donner un peu de temps et un regard. Puis le reste, ça vient après, c'est autre chose. J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un de très investi dans le plan social, mais plutôt au plan intellectuel, et qui me disait, je suis embêté parce que quand je me promène dans la rue, là où je suis, j'ai plusieurs personnes qui font la manche et c'est mon impôt quotidien. Et alors c'est embêtant parce que je donne à chaque fois, mais il y a des jours où je suis obligé de faire des contours extraordinaires parce que j'ai pas envie de donner ou j'ai pas de monnaie sur moi. Et quand j'ai pas, en plus je me fais engueuler. Bon. Je dis à cette personne, mais au fait, tu les connais ? Non. Enfin si je les connais, je les vois tous les jours. Oui, mais tu sais comment ils s'appellent ? Non. Eh ben écoute, on va les rencontrer. On a été les voir. Ben maintenant, il sait comment il s'appelle et ils discutent. Et ça change tout. Et le monsieur, la dame, elle est repartie pour le moment en Roumanie. Elle revient bientôt parce qu'elle a sa famille là-bas. Mais le monsieur, il est toujours là. Il gagne un peu d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que le monsieur, il a accepté
qu'on fasse une domiciliation, qu'on fasse une inscription à France Travail et qu'on commence à chercher du travail. C'est long, hein, parce qu'il ne parle pas français, qu'il n'a pas été à l'école et qu'il parle un tout petit peu français, mais pas bien, qu'il n'était pas beaucoup à l'école et qu'en plus, il a une jambe qui a ça de moins que l'autre. Donc en fait, en plus, il est quand même un peu invalide. Donc je ne sais pas ce qu'on va trouver. Mais ce gars, il a été à tous les rendez-vous que j'ai filés. Et les inscriptions à France Travail, ils sont quand même vraiment gentils, mais je pense qu'ils pourraient être, alors pour le coup, sans faire du, du discours anti-agence publique, on a fait une inscription en ligne. C'est très bien maintenant, on peut faire l'inscription en ligne, donc c'est super. Moi, je pense que c'était fini. Non, on a eu un rendez-vous supplémentaire pour valider l'inscription. Donc en fait, on a redit ce qu'on avait dit, ça ne sert pas à grand-chose. Et maintenant, il va y avoir un rendez-vous dans un mois pour voir quel est le projet du monsieur. Sachant que son projet, c'est de bouffer un peu mieux demain. C'est pas un projet avec un plan à 5 ans. Hein. Bon, on aurait regroupé toutes ces étapes en une seule, on gagnait du temps. Nous, on gagnait du temps. Lui, il risque pas de se décourager. Et enfin bon, bref, tout ça, c'est une parenthèse. Bon, et puis alors, il avait une phrase aussi que j'aime bien. Ah oui, si, il y a aussi un truc qui est très important. Le plus grand don qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui donner l'opportunité de donner. C'est pas facile quand quelqu'un est dans la rue qu'il n'a pas un rond. Et moi je suis le premier à dire que de temps en temps j'ai du mal à accepter quand je vois quelqu'un qui est vraiment très fauché et qui me dit bon allez viens je t'offre un pot. Alors le problème c'est que j'aime pas le café. Or c'est ce qui coûte le moins cher dans un café, mais je déteste le café. Et donc j'arrive pas à me forcer. Donc je suis obligé de demander quelque chose qui coûte nettement plus cher. Et en même temps, ça me gêne parce que je me force et j'accepte, et tant pis pour lui. Il va payer 5 ou 6 euros le coca. C'est important d'accepter ça. Moi, c'est pas facile parce que ça me gêne, parce que je sais très bien qu'il les a vraiment difficilement. Et en même temps, c'est important qu'il puisse le faire. La règle de vie de Pedro, c'est je suis un homme heureux, mais pas content du tout. Moi, je trouve que ça serait très bien que tous les chrétiens ils soient des gens heureux, pour pas être des visages de carême sans Pâques, mais pas contents. Pas contents parce que on peut pas être content quand il y a autant de gens en grande difficulté. Alors, il faut que je vous parle quand même un tout petit peu de... j'ai presque fini mon temps, mais en même temps, puisqu'il fallait que je parle de mes livres, donc il faut que je parle un peu des Roms, j'en ai déjà un peu parlé, mais je vais parler de 2 trucs sur les Roms. Là, c'est la peur que j'avais la première fois que je suis rentré dans un bidonville. Donc, je vous ai dit, ces premières rencontres, je ne comprenais pas bien ce qu'ils foutaient dans la rue avec leur bébé à 3 heures du matin. Je comprends vraiment mieux aujourd'hui. De toute façon, grâce à Hidalgo, il n'y en a plus. Si vous regardez, il n'y a plus de bébés dans la rue pratiquement parce qu'elle les a placés à chaque fois. C'est franchement infect. Hein, donc j'étais très très furieux moi contre ça. Donc là j'étais heureux mais pas content du tout, mais vraiment pas content du tout, puisque le principe c'était de placer les enfants. Alors on dit dans ce cas-là que c'est pour la loi, hein, c'est de s'occuper du bien supérieur de l'enfant, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais le bien supérieur de l'enfant, c'est pas de le placer parce que ses parents ont pas de fric et qu'ils font la manche. C'est éventuellement de leur donner des situations de vie meilleures. Puisque après, la négo, c'était au tribunal, c'était, dans beaucoup de cas, c'était de dire si vous rentrez en Roumanie, on vous rend vos enfants. Et j'ai eu des cas où on rendait les enfants, mais à la montée dans le car qui rentrait en Roumanie, et pas avant. Donc là, pardon, c'est une page, vous ne serez pas forcément d'accord, mais tant pis. Le socialisme d'Hidalgo, c'est de la foutaise. Bon, pardon. Alors après, donc j'ai été en bidonville, et la première fois, avec toutes les images qu'on a, j'avais beau être un gars très ouvert, très social, n'empêche, je me disais, comment est-ce que je sors? Est-ce que je vais pas me faire faucher mes affaires? Donc j'avais de temps en temps, je tapais un peu mes poches pour voir. Ah, non seulement on m'a rien volé, mais en plus on m'a donné des trucs à manger et c'était super bon. Et aujourd'hui, il m'arrive, ça c'est mon sac où j'ai toutes mes affaires, tous mes petits calepins, etc., qui me permettent de suivre les situations des gens. Il m'arrive régulièrement, et c'est pas du tout par test, mais c'est par distraction, d'oublier mon sac. On me le rapporte et on m'a jamais rien volé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui volent, par ailleurs. J'avais jamais rencontré personne qui était en prison avant, et aujourd'hui j'en rencontre souvent. Mais parce que quand même la pauvreté, là aussi je vais faire... donc c'est bien, j'ai tapé à droite, j'ai tapé à gauche, j'ai tapé à droite.
On a un homme qui a souffert beaucoup et qui d'ailleurs nous l'a expliqué parce que quand même 3 semaines, ça a été très dur en prison, dans des conditions de vie épouvantables. Et il a beaucoup souffert, ce garçon. Donc je vais parler de mon homonyme, Nicolas Sarkozy, bien sûr. Et donc, les conditions de vie en prison sont pas les mêmes quand même pour tous. Et puis, lui, il est ressorti très très vite, alors qu'il a quand même des condamnations, celle-ci, mais les précédentes aussi, et qu'il en a d'autres qui sont pendantes, et que quand vous avez volé juste un téléphone portable, on vous discute pas longtemps, on vous met en prison pendant 6 mois, et ça va beaucoup beaucoup plus vite, et c'est beaucoup plus durable. Lui, il a quand même eu 10 ans de procès avant d'arriver à faire un tout petit stage et de réussir à faire un best-seller. Juste une dernière histoire sur ce que sont les gens. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que on a une vision de nous quelquefois qui est pas très. Les Français sont toujours très autocritiques et disent qu'ils sont nuls. Et donc, il se trouve que j'étais à la Chapelle, il y avait à ce moment-là un bidonville assez gros, aujourd'hui ils sont beaucoup plus petits, qui était de 400 personnes à peu près sur les voies de la Petite Ceinture, à la porte à côté de la porte de Clignancourt, entre la porte de la Chapelle et la porte de Clignancourt. Ces gens étaient là, la mairie les a expulsés, et pour le coup, ils ont fait les choses plutôt bien, c'est-à-dire qu'ils ont proposé des hébergements à peu près à tout le monde, mais à tous ceux qui étaient là le jour J. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de gens qui n'étaient pas là parce que ils avaient des convocations pour des formalités administratives, parce qu'il y en avait qui avaient vraiment pu un rond et qui faisaient la manche ailleurs, etc. Enfin bref, peu importe, ou qui avaient du boulot, parce qu'il y a aussi des gens qui ont du vrai travail, du travail déclaré. Du travail déclaré, parce que faire la manche, c'est aussi un vrai boulot, c'est très fatigant. Mais donc, et donc, il y avait une petite trentaine de personnes qui n'étaient pas là. Et donc, ils ont eu 0 proposition. La mairie a donc fait des propositions à ceux qui étaient là, et puis ils avaient ensuite grillagé tout le truc et mis des vigiles pour que plus personne revienne sur ce terrain. Et donc nous, avec une copine bénévole, on retrouve une trentaine de personnes, une vingtaine, 30 personnes. Alors ça va faire un peu Cosette et compagnie, ce que j'ai raconté. Donc ils étaient dans le froid, ils faisaient comme il y a 10 jours, là. La neige, etc. C'est très joli quand on rentre chez soi, mais quand on est dehors, c'est vachement moins bien. Et c'était un groupe où il y avait des bébés, des vrais bébés, pas des enfants. Ce qu'ils disent bébé jusqu'à tant que les gens sont enfants pour eux. Mais là, non, des bébés, enfin 3, 6 mois. Et ils couchaient dehors. Et ils s'étaient agglutinés devant un petit Franprix où il y a une bouche chauffante verticale, enfin donc ils étaient tous serrés là-dessus. Puis les enfants plus vieux que les bébés rentraient, sortaient du Franprix, achetaient des bonbons, mangeaient les bonbons, jetaient les papiers, et puis repartaient. Et il y avait 2-3 arbres. Et vous savez, il y a un moment, la mairie de Paris, ils ont arrêté là maintenant parce que ça marchait pas très bien, mais il y avait des petits jardinets au pied des arbres. Vous avez dû voir ça, 2 mètres carrés à peu près, et entretenus par les riverains. Plein mois de décembre, donc les plantations, elles n'étaient pas en hyper forme évidemment, et en plus couvertes pas à neige. Et les gamins, ils sautaient là-dessus comme ils sautaient au milieu de la rue, enfin partout. Ils laissaient leur papier de bonbons. Et puis à un moment, alors nous on était depuis le début de la matinée, c'était vers midi ou quelque chose comme ça, et ça faisait 3 heures qu'on était au téléphone, ma copine et moi, avec le 115, avec la DIAL qui est un organisme administratif qui s'occupe de l'hébergement et du logement à Paris, etc. Et personne voulait de nous. Et donc on appelait tout ce qu'on connaissait pour essayer d'avoir des hébergements, et ça marchait pas. Bon, et puis arrive cette dame qui repère assez rapidement qu'il y a tout un tas de gens avec des gueules pas possibles pour elle, et puis 2 qui avaient l'air normaux, ma copine et moi, donc blancs, normaux, quoi. Et elle va sur nous en disant: «Mais dites à ces gens que c'est pas possible, c'est insupportable, les plantations, etc.» Et moi, je l'envoie vraiment bouler en disant: «Vos plantations, je m'en fous complètement, honnêtement. J'ai des bébés là, et donc honnêtement, je m'en fiche. Et puis en plus, en décembre, vos plantations, il n'y a aucun problème. Et puis fichez-moi la paix. Et puis là, je suis avec le 115, et puis c'est très important.» Voilà. Bon, bref. Elle part, elle part. Et elle revient 3/4 d'heure après, avec un grand faitout, avec des pâtes à la carbonara, des assiettes pour tout le monde et des couverts pour tout le monde. Et j'ai trouvé que c'était génial parce que cette dame, je suppose qu'elle était chrétienne, je ne sais pas si elle faisait partie de la conférence des baptisés du Grand Paris, je ne sais pas si elle était donc vraiment dans l'élite de l'élite, non, mais elle avait été humaine vraiment. C'est-à-dire qu'elle avait
Je sais même pas quel était son bulletin de vote et je m'en fiche. Par contre, ce qui était bien, c'est qu'elle avait compris qu'il y avait quand même un vrai souci, que c'était plus important que ces plantes qu'elle allait récupérer après. D'ailleurs, ils ne sont pas restés longtemps puisqu'on a fini par trouver une solution en 2 jours. Mais voilà, et j'ai trouvé que ça c'était joli et ça existe tous les jours en fait. Et de mon expérience de me mettre par terre et pas de faire la manche, mais quand je discute avec des gens, je suis à côté d'eux, je vois comment ça marche ou pas. Je vois quand même que 95% des gens passent en regardant la ligne bleue des Vosges parce qu'ils savent pas quoi faire. Je ne préjuge pas de leurs sentiments. Je pense qu'ils savent vraiment pas quoi faire, donc puis qu'il y en a trop, donc bon, ils vont tout droit. Il y a un pourcentage infime très très désagréable et hargneux, et il y a un pourcentage relativement important, enfin tous ceux qui restent, qui sont gentils, bienveillants. Ils sont bienveillants jusqu'à un certain stade. Hein. C'est le genre, je te donne 2 euros, mais il ne faudra pas que tu boives. Oui, dans ce cas-là, donne pas les 2 euros. Hein. Parce que moi, dans ce cas-là, je réponds, et votre employeur, il vous demandait ce que vous faisiez avec votre salaire, là, qui était sans doute supérieur à 2 euros, ou votre retraite. On ne vous demande pas ce que vous faites et si vous picolez ou pas. Hein. Donc, bon. Mais vraiment, il y a des gens gentils, et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à pousser, à développer. Alors, si c'est chrétien, tant mieux. Si c'est lié au Christ, il paraît qu'il est du XVIe siècle, mais en tout cas, il est beau, là, ce Christ-web. Et moi, j'aime bien l'autre, qui est dans le cœur. Je trouve qu'elle est belle aussi, cette plus moderne. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'est ce que me dit et me montre Pedro. Je trouve que c'est bien. C'est une façon vraiment d'être chrétien. Alors, sans se préoccuper à 200% de la liturgie. Il était quand même très lié, et c'est le dernier mot, parce que sinon, là, j'ai vraiment dépassé. Même, comme j'ai pas eu de signaux, je me dis que je peux encore continuer. Encore un mot. Pedro, oui, il a aussi lancé un truc. Il y avait Noël. Le Secours catholique organisait un truc qui s'appelait Noël ensemble, qui était sur des péniches, qui a été sur des entrepôts qui s'appelaient Mondial Moquette, qui sont maintenant la cité de la mode, le Bois Vert, qui est près de la gare d'Austerlitz, enfin, etc. Et puis, bon, Pedro, il s'est fâché avec eux, sont fâchés avec lui, ça, j'ai pas très bien compris l'histoire. Bref, il a créé un truc avec 2-3 petites associations qui s'appelle Notre Noël, qui se passe aux Arts Forains, qui existe toujours malgré sa mort, qui est un truc super. C'est vraiment extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le musée des Arts Forains. C'est très beau comme endroit, puisque c'est un lieu dans les chais de Bercy où ils ont, je crois, 2 hectares, enfin c'est très très grand, et ils ont récupéré tout un tas de manèges et d'attractions foraines du 19e ou début 20e siècle, et qui tournent et qui marchent encore, etc. Et le jour de Noël, alors Pedro avait obtenu du patron de ce truc, qui est un gars complètement improbable, enfin qui est assez étonnant aussi, avec un appareil pileux également étonnant, il avait obtenu qu'il prête, pas qu'il loue, qui prête son lieu. Alors, Jean-Paul Favant, là, le gars, au début, il était un peu inquiet quand même, hein, parce que c'est précieux quand même, tout ce que j'ai, et je vais avoir plein de clochards là-dedans, ils vont tout me dévaster. Ok, j'accepte, mais bon. Eh ben, ils n'ont rien dévasté, puisque ça fait plus de 20 ans que ça dure, 26 ans que ça dure, et que c'est merveilleux, c'est absolument magique, et que les gens, ils ont droit aux attractions. Et il y a une messe, qui est évidemment pas obligatoire, mais il y a une messe qui était dite par Pedro et qui est maintenant dite par un de ses confrères, Régis Morlon, qui est un dominicain super aussi, et qui cette année, a priori, va passer la main pour l'année prochaine. Mais même génération, donc il commence à fatiguer un peu. Et la messe de Pedro, c'était notamment la communion. Alors la communion, c'était une vraie communion, sauf que il y avait des gens qui venaient parce que c'était Pedro, mais qui ne savaient pas du tout ce que c'était qu'une messe. Donc ils étaient là. Alors ils donnaient la communion hostie aux chrétiens, et les autres, il y avait un bout de pain, mais un bout de pain quand même qualitatif. Il y avait une année, je ne sais pas, il devait se passer un coup d'État en Amérique latine, c'est quand même quelque chose qu'ils ont beaucoup fait à une époque, c'était très tendance là-bas. Et donc il y avait eu des tanks, etc. Et donc Pedro avait demandé à un chocolatier qu'il connaissait de faire un tank, pas grandeur nature, mais quand même grand comme ça, en chocolat, qu'il avait mis sur l'autel. Et au moment de la communion, il avait demandé aux enfants de l'assemblée de venir, de péter le tank et de manger du chocolat. Bon, c'est pas complètement d'équerre, mais en même temps, symboliquement, ça veut vraiment dire quelque chose. Et puis, en même temps, il n'était pas du tout à côté de ses pompes.
tout début de sa vie, il a suivi, alors c'était assez fortiche quand même, quand il était en Espagne, Espagne de Franco, il y a été dans les années 60, après son ordination, il suivait des cours de marxisme-léninisme. Donc je ne sais pas comment il a réussi à faire ça, bon, il était un peu dans l'œil pas très appréciateur de son évêque, et il a laissé ses sermons. Alors c'est sympa parce que j'ai lu une grande partie de ses sermons aussi quand il était à Montpellier où il était en poste juste après, dans les années 60. Et bien ces sermons sont assez imprégnés de marxisme, mais avec l'idée, oui, il faut que les riches fassent des trucs pour les pauvres, mais pas qu'on tue les riches. Pas un moment, pas une seule fois, et au contraire. Et ça, c'était intéressant parce que dans les années 60, si vous vous souvenez, enfin vous êtes tous trop jeunes, vous n'avez pas connu ça, mais dans les années 60, début des années 70, moi j'étais à Nanterre comme étudiant, c'était quand même très virulent. C'était quand même assez violent, il y avait des discours assez violents. Et bien là, non, c'était quand même une forme d'équilibre. Alors c'était à la fois très ferme, hein, quand même. Il fallait les gens qui ont un peu d'argent, il faut que vous bougiez quand même. Vous ne pouvez pas rester assis tranquille. Mais c'est pas on va vous tuer. Et ça, je trouve que c'était intéressant. Voilà, là j'ai fini, parce que j'ai déjà débordé, pardon. Tu me pardonnes? Merci. Alors, je ne sais pas s'il vous reste du temps pour des questions, parce que du coup, j'ai un peu bouffé le temps. Mais oui, on a du temps, bien sûr. Nicolas, un grand merci, c'était tout à fait passionnant. Donc maintenant, on va passer à un temps de questions. Je suis sûre que vous avez des choses à échanger ou à demander à Nicolas. Voilà, donc je vais Ou peut-être aussi, vous avez peut-être des témoignages sur Pedro, parce que j'ai fait déjà une ou deux présentations comme ça, et j'ai eu une ou deux phrases. Alors, pardon, je vais en dire une. En plus, on est dans une église. Il paraît qu'elle fonctionne en plus en tant qu'église, donc tant pis. Mais donc ça, c'est quand même un peu du Pedro qui disait. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Elle n'est pas dedans puisque je l'ai su qu'après avoir publié. L'église, c'est une pute, mais elle m'a appris l'amour. Je trouve ça assez joli aussi. Enfin, je ne sais pas si vous en pensez. Moi, j'aime bien cette phrase. Bon, elle n'est pas très. Moi, j'aurais un témoignage effectivement sur un Noël aux Arts forains. Et j'avais été frappée du bonheur des gens qui venaient. C'était effectivement des gens qui étaient en grande pauvreté et l'effort qu'ils avaient fait, y compris vestimentaire. J'ai vu des dames, je ne sais pas très bien ce qu'elles faisaient dans la vie, mais je dirais carrément en robe du soir, enfin à leur mesure. Et cette joie et cette façon justement d'être bien Ouais. dans sa Et ils sont peau. super bien honorés parce que ce dîner aux Arts forains, c'est avec des nappes, des vraies tables, des vrais couverts. C'est pas du plastique. Les verres sont en verre. Il y a aussi quelque chose, moi, que j'aime beaucoup. Je me suis occupé d'une association qui s'appelait Un ballon pour l'insertion, qui faisait de la réinsertion par le sport. Et on avait travaillé, Pedro était rentré dans des séries, il nous a bien aidés, et notamment sur la question de l'alcool. La présomption générale, c'est tous les gens dans la rue sont bourrés alcooliques du matin au soir. Eh bien, chez Pedro, à Noël, il y a du vin à table. Il n'est pas en libre service. C'est-à-dire qu'il y a 300 personnes qui viennent au dîner de Noël et il y a 150 bénévoles. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, un pour deux personnes accueillies. Il y en a qui sont aux tables et puis il y en a qui sont au service. Et ceux qui sont au service servent le vin. Et il voit bien celui qui a bu 3 verres, bon, on va quand même commencer à calmer un peu. Mais c'est pas interdit. Et moi, je me suis beaucoup battu quand j'étais au Secours catholique. On faisait des cafés de rue. Évidemment, il ne s'agissait pas de boire tous les jours, mais quand il y a une grande fête, quand il y a alors Noël et Pâques, je pense que quand même, quand on est catholique, on peut fêter ça, mais aussi quand il y avait un départ de quelqu'un, ou qu'il y avait un mariage d'un bénévole, ou un truc comme ça, ou un grand anniversaire, ou je sais pas quoi, je tenais absolument à ce qu'on fête ça. Et alors le champagne c'est cher, mais je faisais ça au crément. Ma femme est bourguignonne, donc crément de Bourgogne, c'est pour elle que je faisais ça. Eh bien, on faisait ça au crément de Bourgogne, et je servais. Et je voyais bien le type qui venait à la 3e fois, je dis bon, je vais d'abord terminer de servir les autres. Mais je trouve que c'est important de respecter les gens, y compris en les infantilisant pas. Puis c'est dégueulasse parce que tous les autres qui ne sont pas alcooliques, ils sont sevrés, et le 31 décembre, vous n'avez pas le droit de boire de champagne. Je trouve que c'est pas sympa, ou de crément, si vous en avez envie. Le but n'est pas de se bourrer la gueule, mais ça fait partie de la fête pour tout le monde. Pourquoi pour eux, on leur interdirait? Donc voilà. Et je trouve que là, il était... Mais en même temps, c'était respectueux
et attentif jusqu'à la mesure aussi. Oui, sur ce point, je rappellerai volontiers une parole de Daniel Huège, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été à un moment une grande figure, justement, des gens qui sont passés de la prison à la conversion, à Jésus. Et elle disait, il faut bien comprendre que quand on est dans la rue, c'est impossible d'échapper à l'alcool. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on entende. Alors, on n'a pas à juger. Non, ça on n'a clairement pas à juger, mais en plus c'est pas complètement exact parce que moi j'ai été aussi à un moment, j'ai oublié ça, président du collectif des morts de la rue. Je ne sais pas si vous connaissez tous le collectif. Donc c'est un rassemblement d'associations qui dans les années 90 se sont rendus compte qu'ils hébergeaient des gens ou qu'ils suivaient des gens dans la rue et que certains mouraient. Et il y avait deux difficultés. Il y avait des difficultés affectives, c'est qu'on s'est attaché à des gens et qui meurent et que c'est jamais agréable d'avoir des gens qu'on connaît qui meurent, surtout qu'ils mouraient quand même relativement jeunes. Et ils meurent toujours en moyenne à 50 ans, avec une moyenne, il y a des beaucoup plus hauts et des beaucoup plus bas. Mais l'autre chose, quand c'était des structures d'hébergement, c'est que certaines avaient qu'elles se sont fait du cadavre. Donc le collectif s'occupe de ça aussi et a fait des enquêtes épidémiologiques pour essayer de mesurer pourquoi et comment les gens meurent à la rue et de comparer à la population générale. Et en fait, les gens ne meurent pas plus d'alcool à la rue que hors de la rue, que les gens pas dans la rue. Ça, c'est pas un truc du tout évident et intuitif. Simplement, le type à la rue bourré alcoolique, il correspond au clochard tel qu'on l'imagine et il est très bien identifié dans notre tête. C'est Boudu sauvé des eaux, c'est Michel Simon totalement alcoolique. Sauf que dans la rue, il y a plein de gens qui n'ont pas cette tête-là, qui ne se voient pas. Et alors c'est encore plus vrai depuis qu'il y a des migrants, parce qu'une partie de ces migrants sont des gens d'origine musulmane, et qui sont pas... Alors, il y en a qui finissent parce que la rue est difficile, parce qu'elle est dure à se convertir à l'alcool. D'autres, ils passent une autre étape et ils vont sur la drogue. Tout ça, c'est entendu. Mais il y en a un grand paquet qui ne boivent pas particulièrement d'alcool ou qui en boivent, je dirais, normalement. Et la mort par alcoolisme n'est pas plus forte dans la rue que hors rue. Bon, alors, des questions. Je m'approche avec mon petit micro. Merci pour ce que vous avez dit. Moi, j'avais une question. Par exemple, dans quelques rues du 14e, on croise pas mal de gens. Alors, je ne sais pas si c'est des Roms, mais ce sont assurément des Roumains. Et on s'aperçoit qu'ils sont plusieurs à des endroits bien précis. Parfois, ils disparaissent, parfois, ils reviennent, et parfois, d'autres viennent aux mêmes endroits. Et je me demandais s'il y avait derrière une organisation qui les amenait, je ne sais pas à quelle heure ils arrivent exactement, qui organise également sans doute des rapatriements de temps en temps en Roumanie. Enfin, il y a quelque chose de mystérieux qui m'échappe. Est-ce que vous auriez des infos là-dessus ? Je vais prendre le relais parce que c'est une question qui prolonge celle que tu viens de donner. Les enquêtes qui sont faites tous les ans sur les discriminations en France montrent que la population qui est de très loin la plus discriminée, c'est les Roms, justement, hein, et ceci depuis des années. Hein. Et quand on demande pourquoi, il y a une question d'image derrière des Roms qui est donnée, et l'explication qui vient le plus souvent, c'est « mais ils ont choisi de ne pas travailler, c'est leur doctrine ». Ils considèrent que travailler, c'est pas bien et qu'il vaut mieux faire la manche. Dans ce cas-là, évidemment, si on accepte sérieusement, on est un peu moins motivé pour... Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça ? Je vais essayer de répondre rapidement et puis pour répondre plus en détail, je vous conseille très vivement ce livre qui vraiment essaye d'étudier ça évidemment. Moi, je connais à peu près 1000 personnes roms d'Île-de-France. Enfin, j'ai connu en 10 ans à peu près 1000 personnes roms d'Île-de-France. J'ai vu des gens qui trichaient, qui volaient, ça c'est clair. Des bandes organisées comme ce que vous dites et qu'on dit régulièrement, j'en ai pas vraiment vu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais en tout cas, dans mon échantillon qui est assez gros, parce que globalement, ils sont 15 000 intentés en Île-de-France, dans les différents bidonvilles, etc.
Donc c'est quand même une proportion assez importante que j'ai rencontrée. Par contre, ce qui existe, alors j'ai parlé, ceux du 14e, je les connais pas. Je connais ceux de la gare de Lyon qui font la même chose dans la rue de Lyon. Il y en a toute une série qui font le même genre de fonctionnement. Il y a deux choses. D'une part, aujourd'hui, ils sont interdits de vivre avec leurs enfants. J'ai dit tout à l'heure la stratégie qu'avait adoptée la mairie de Paris pour les faire partir, qui était de placer les enfants. Et donc, ça les détruit complètement. Le lien à l'enfant est extrêmement fort. Et donc, il faut le voir d'autant plus que quand les femmes accouchent, elles allaitent pendant 2 ans, à peu près. La plupart, pas toutes, mais la plupart allaitent pendant 2 ans. Donc le lien à l'enfant, il est encore plus fort, même physiquement, que nous. Et donc quand on leur pique leurs enfants, c'est terrible. Donc ça, ils ont compris maintenant. Le message a été clair. Je me suis occupé quand même d'une quinzaine de cas de familles avec des enfants pris par la mairie de Paris comme ça. Donc c'était vraiment une politique, encore une fois, qui m'a vraiment énormément choqué. Donc, ils ont ramené les enfants en Roumanie et les enfants sont placés dans les familles. C'est les grands-mères qui gardent les enfants. D'accord. Pardon, je fais un retour, juste un tout petit détour. Tu as raison, Jean-François, le racisme contre les Roms est extrêmement fort chez nous, mais il est encore plus fort chez eux. Néanmoins, ils sont que 10% d'entre eux à peu près à migrer. C'est-à-dire qu'il y en a 90% qui quand même restent au pays. Il y en a 10% qui migrent. Ceux qui migrent, c'est parce qu'ils gagnent comme nous quand on a, nos enfants partent au Canada ou en Australie ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils trouvent que l'herbe est plus verte. Donc eux, ils vont gagner plus d'argent. Et effectivement, ils gagnent plus d'argent. Ça a l'air bizarre parce que de tout ce que je peux croiser, que ce soit la Manche, que ce soit la Ferraille, que ce soit etc., ils gagnent 200, 300, 400, 500 euros par mois. C'est pas beaucoup. Comme ils n'ont pas de charge, puisque quand on couche dehors, ça coûte rien, que en général, ce qu'on a comme nourriture, on a des associations, on récupère dans les poubelles ou je sais pas quoi, où il y a les gens qui nous donnent, ça coûte à peu près rien, donc finalement, c'est du net. Voilà, entre guillemets. Donc, c'est finalement pas si mal. Et du coup, en effet, il y a un certain nombre de gens, pas si nombreux que ça, puisque 90% restent au pays, un certain nombre de gens qui trouvent que le jeu en vaut la chandelle et qui viennent ici tenter leur chance. Après, il y a deux profils. Il y a ceux qui font la navette et ceux qui restent. Il y en a beaucoup qui restent complètement. La famille dont j'ai parlé, là, le couple qui était en rupture avant-hier et qui s'est remis hier, ce couple-là, ils sont en France depuis 17 ans. L'aîné est né en Roumanie, mais tous les autres sont nés en France. Et ils ne sont pas rentrés, ils sont rentrés une seule fois en Roumanie. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de lieu là-bas, donc ils sont rentrés qu'une fois. Donc ceux dont vous parlez, ils font la navette. Ils font la navette pour retrouver les enfants. Donc ils gagnent un peu d'argent et ça permet... Alors le voyage coûte cher, c'est grosso modo 100 euros par personne en car. Ça dure 2 jours. Et donc c'est cher, mais l'un dans l'autre, apparemment, ils s'y retrouvent. Bon, avec encore une fois des économies qui ne sont pas les nôtres. Enfin, je ne sais pas vos revenus, mais en tout cas, clairement, ne correspondent pas à mes revenus. Moi, je ne sais pas vivre comme ça. Mais oui, ils arrivent à ça. Est-ce qu'ils sont organisés ou pas? Oui et non. Dans bon nombre de cas, il y a des organisations familiales. Ça, oui. La famille, c'est vraiment la famille du 19e siècle ou d'avant. C'est pas la famille nucléaire occidentale d'aujourd'hui. C'est pas papa, maman, enfant. Clairement pas. C'est papa, maman, enfant, oncle, tante, cousin, cousine, grands-oncles, grands-oncles, grands frères, grandes sœurs, grands-parents, etc. C'est des groupes familiaux très rapidement d'une trentaine de personnes. Et je fais une petite excursion, mais qui correspond à la même chose. Quand j'étais sur le bidonville de La Chapelle, 400 personnes, c'est pas une famille, c'est plusieurs familles. Et là, il y a un rapport d'exploitation. C'est-à-dire que les premiers qui s'installent
et c'est compliqué d'installer un Platz, ils appellent ça un bidonville. Comme c'est compliqué, je garde le terrain et j'accepte que quelqu'un vienne, mais je lui demande un droit d'entrée. Vous pouvez considérer que c'est mafieux, vous pouvez considérer que c'est logique aussi. Quelqu'un qui a obtient un permis de construire sur un terrain, nous, qui obtient un permis de construire, il va faire payer les gens qui vont prendre un appartement dans l'immeuble. C'est un peu la même chose. Alors, sauf que comme c'est complètement informel, on va dire que c'est mafieux. Mais ça s'appelle de l'économie de marché, finalement. Donc, ils vont payer un droit d'entrée. Là où ça commence à devenir mafieux, à mon sens, c'est quand en plus ils disent « Attends, tu habites sur mon terrain, donc tu vas payer aussi si tu veux de l'eau. Nous, on te fournit les bouteilles, mais tu vas la payer chez nous. » Et on prend une com. Tu veux des cigarettes, tu vas les prendre chez nous, on va te faire payer une com. C'est pas partout. Il y a certains endroits, c'est le cas, il y a certains endroits, c'est pas le cas. À la Chapelle, il y avait un type avec ses 5 fils qui tenait le camp, clairement. Il y avait une forme... Et qui tenait le camp, c'est-à-dire qu'en effet, il encaissait sur chaque maison. À l'entrée, c'était pas un loyer, c'était un droit d'entrée. Il y a d'autres endroits où ils demandent un paiement tous les mois. C'est variable. Depuis la politique de la ville, et pas qu'à Paris, mais les bidonvilles se sont beaucoup réduits. C'est-à-dire qu'en fait, ils les ont éclatés. Et du coup, c'est des petits bidonvilles de 20-30 personnes. Et là, c'est des structures familiales. Et là, il n'y a pas de droit d'entrée. Par contre, comme dans tout groupe humain, il y a des dominants et des dominés. Donc, il y a éventuellement des rapports qui ne sont pas des rapports d'exploitation à proprement parler, mais quand même, où on va dire bah, « toi tu fais un peu ci, toi tu fais un peu ça », sachant qu'ils sont tous dans des économies de survie et qu'il y a besoin que tout le monde bosse, y compris les enfants d'ailleurs, parce que c'est pas... enfin, on a tous lu La gloire de mon père. Bah, la gloire de mon père, Pagnol, et tous ses petits copains en classe, ils vont faire les foins, ils vont pas à l'école quand c'est les foins, parce que on a besoin de bras. C'est un peu pareil. Donc je reprends votre cas, je ne sais pas, évidemment, puisque je ne connais pas les gens de là. Ce que je sais, c'est que dans beaucoup de cas, c'est des structures, en tout cas par exemple à la gare de Lyon, on a plusieurs familles qui font ça, et il y a 2 groupes familiaux. Il y en a un, c'est des blonds aux yeux bleus, et clairement, c'est vraiment la même famille, et ils sont 4-5 couples qui tiennent des endroits où ils font la manche. Et puis, à un moment, ils repartent tous ensemble en Roumanie parce qu'ils vont retrouver leurs enfants qu'ils n'ont pas vus quand même depuis... Alors, ils ont vu par téléphone, hein, mais ils n'ont pas vu autrement pendant 2 mois. Et puis, il y a un autre groupe. J'ai pas enquêté jusqu'au point de savoir s'ils viennent du même village, mais c'est très probable. Après, j'ai quand même une petite interrogation. C'est que sur la rue de Lyon, il y a un moment où il y avait des jeunes prostituées roumaines qui étaient clairement encadrées par un type qui était dans un bistrot et qui les surveillait. Et ce gars, il a changé de bistrot et il n'est pas loin de l'endroit où une partie des femmes et hommes d'ailleurs font la manche. Donc du coup, j'ai une petite interrogation quand même. Je ne sais pas ce qu'est ce gars, mais voilà, j'ai une interrogation. Mais bien souvent, ça s'organise familialement. Boulevard de comment s'appelle Saint-Germain. Sur le boulevard Saint-Germain, entre les 2 Magots et compagnie et le boulevard Saint-Michel, il y a eu pendant une dizaine d'années une famille entière qui tenait tout le boulevard. Alors pour vous, c'était pas une famille, hein, c'était des gens différents. En fait, c'était le père, la mère, ils avaient 9 enfants, et ils en avaient 8 qui étaient eux-mêmes adultes et qui avaient des enfants. Et puis le dernier, j'ai accompagné la mère à la maternité pour faire la naissance. Mais sinon, tous les autres avaient chacun un bout de trottoir, tous les 20 mètres. Mais c'était pas une mafia, c'était un groupe familial. Par contre, s'il y avait d'autres gens qui essayaient de venir sur ce terrain, ils les éjectaient. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ce n'est pas une réponse absolue. Après, ce qu'il y a quand même de certain, c'est que la pauvreté entraîne évidemment des comportements déviants. Il suffit de lire Notre-Dame de Paris, c'est déjà des Romanichels, donc c'est déjà des méchants, mais ça existe depuis toujours quand on est pauvre quand même. Et pour revenir à ta question,
Jean-François, oui, ils sont extrêmement rejetés. Il y a un indice, la CNCDH, Comité consultatif des droits de l'homme, qui est rattaché au Premier ministre, fait une évaluation tous les ans de l'acceptation des minorités visibles. Bon, c'est des mots, il faut faire très attention. Et donc, quand sur cet indice, si vous êtes à 0, ça veut dire que c'est une détestation absolue, et quand c'est à 100, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'on les adore, ça veut dire que c'est neutre. Il n'y a pas de souci. Les Noirs, dans un des derniers indices, les Noirs et les Juifs étaient au même niveau et étaient à 78. Donc ça veut dire que pour 78% des Français, c'est pas une question, ni bien ni mal. Pour 22%, quand même, c'est il y a déjà 2 ans, ce truc-là, 3 ans. Alors ils font une distinction, j'ai plus exactement le chiffre, entre les Maghrébins et les musulmans. Les musulmans étant moins, les musulmans étant à 60, les Maghrébins 70, je crois, un truc comme ça. Et les Roms étaient à 36. Donc ça veut dire que pour 64% des Français, les Roms, c'est vraiment un problème. Je trouve que c'est intéressant, c'est qu'on retrouve quand même en partie sur les Roms une partie de ce qu'on a dit à beaucoup d'époques sur les Juifs, notamment sur parce que les Roms, ça fait très longtemps, hein. On les appelle les Romanichels, on les appelle les Gitans, les Tziganes, ça fait très longtemps. Et ces gens-là, quand même, on a aussi dit qu'ils tuaient les enfants et qu'ils faisaient des messes noires, etc. On a dit les mêmes choses pour les Juifs pendant très longtemps. Donc c'est un rejet de gens différents qui vivent ensemble, parce qu'aussi ils sont rejetés ensemble. Oui, j'aurais une autre question sur les enfants. Oui. Vous nous avez expliqué la politique de la mairie. On entend aussi pas mal d'associations qui disent de façon scandalisée tant d'enfants dans les rues à Paris. Et soi-même, quand on est confronté à un couple avec des enfants en bas âge, on est toujours effectivement assez mal à l'aise et étonné. Alors, et par ailleurs, il y a toute une rumeur aussi qui dit ces gens-là ne trouvent pas de place dans les centres d'hébergement, alors même que, je crois, jamais il y a eu autant de places d'hébergement à Paris. Je crois qu'il y en a plus de 200 000. Donc comment... Bon. Oui, non, je vais répondre. Comment vous expliquez ce problème autour des enfants? Oui. Alors, en fait, il y a 3-4 questions en même temps. Donc, première chose, c'est embêtant parce que, justement, on manque de chiffres et c'est vraiment embêtant parce qu'on dit tout et n'importe quoi, de droite comme de gauche. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à dire des sottises. Alors, sur l'hébergement, il y a 200 000 places d'hébergement en France, pas à Paris. C'est déjà un peu différent. Une grosse partie en Île-de-France, pas à Paris, en Île-de-France. C'est pas pareil. Quand vous êtes à Melun, vous trouvez très vite que c'est pas du tout Paris-Centre. Parce que quand vous venez bosser ou faire la Manche à Paris, vous habitez à Melun, et encore Melun, c'est lieu, mais quand vous êtes à Lagny, c'est plus compliqué. Donc il y a beaucoup de centres d'hébergement qui sont un peu clairsemés. Et le fait qu'ils soient clairsemés explique aussi quelquefois les difficultés de gens à aller dedans. Oui, il y a des places, mais elles sont pleines et archi-pleines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place vide. Il y a des milliers de personnes qui sonnent à la porte tous les jours en appelant le 115 pour avoir des places et qui ne les ont pas. 3-4 000 enfants dans la rue, c'est ce qui est sorti depuis 2 ans comme chiffre. Ça m'agace un tout petit peu, et encore quand je dis ça. Tout à l'heure, je vous ai fait la distinction entre SDF et sans-abri. Des associations ayant pignon sur rue qui sont des associations très respectables et très bien, mais de temps en temps font des confusions qui me gênent vraiment. C'est par exemple l'Ordre de Malte qui, sur certains de ses dépliants pour nous demander de l'argent, et c'est très légitime, dit 300 personnes dans la rue en France. C'est pas vrai. Nous n'avons pas 300 000, pardon, pas 300, 300 ça serait rien du tout. 300 000 personnes dans la rue, c'est un mensonge. C'est un mensonge et c'est grave de mentir comme ça. Donc là, moi, je m'indigne aussi. Il y aurait entre 300 et 350 000 personnes sans domicile en France, mais dont 200 000 logées.
C'est déjà une vraie différence. D'autre part, dans les 100 000 qui restent, et qui pour moi ne sont pas 100 000, il y en a 20 000 en bidonville. La vie en bidonville, c'est pas top du tout. Mais ça a des vrais avantages aussi. Et là aussi, il y a un chapitre là-dessus. Et puis, vraiment dans la rue, là on a 0 stat. Mais on a quand même quelques indications. La mairie de Paris, vous avez dû voir des affiches, la nuit de la solidarité, c'est bientôt. Hein. Tous les ans, vers la fin du mois de janvier ou début février, il y a la nuit de la solidarité. La mairie de Paris fait un quadrillage de Paris, demande à des bénévoles très encadrés d'aller recenser les gens qui sont dehors. Je ne sais pas ce que ça va donner cette année, il y en aura peut-être beaucoup plus. Mais enfin, toutes les années précédentes, ça fait 6 ou 7 ans, 8 ans qu'ils font ça, tous les ans, ça tourne autour de 3000. Paris étant l'endroit de France où il y a le plus de gens dans la rue, vraiment dehors, parce que c'est le moyen d'avoir le contact avec des associations, avec des gens, des donateurs, etc. S'il y en a 15 000 en France entière, moi, je pense que c'est le max. Je me trompe peut-être, hein, on va voir le chiffre de cette année, mais voilà. Donc moi, je pense plutôt qu'on est à 250, 260 000 personnes sans domicile en France, dont vraiment dans la rue 15 000. C'est un peu, donc j'aime pas qu'on prenne le même mot pour tout, et je trouve que c'est pas bien, parce que du coup, on est face à une espèce de tonneau des Danaïdes, un truc qu'on remplira jamais, une montagne de Sisyphe qu'on n'arrivera jamais à monter. Non mais je reviens aux enfants, mais c'est pareil, parce qu'on dit des choses qui sont fausses. Il n'y a pas 3-4 000 enfants dans la rue, c'est pas vrai. Mais, regardez, vous en voyez autant? C'est faux. Il y a 3 ou 4 000 enfants sans domicile. Et probablement, dont essentiellement ceux qui sont en bidonville. Oui, en bidonville, il y a un paquet d'enfants. Ils ne sont pas dans la rue, ils ont chaud. Quand vous allez dans une cabane de bidonville, il y a tout un tas de côtés négatifs. Dans le bidonville, il y a des rats, il y a plein de trucs. Ça s'appelle chobolon, c'est un des premiers mots que j'ai appris en roumain. C'est chobolon, ça veut dire rat. J'ai appris 2 mots, c'est chobolon et pushkeria. Pushkeria, c'est la prison. Donc bon, ça type un peu quand même mes contacts. Mais par contre, il fait chaud dans une baraque de bidonville. On n'a vraiment pas froid, on a même trop chaud. Et à telle enseigne qu'ils ouvrent la porte quand il est l'hiver parce qu'ils ont trop chaud, parce qu'ils chauffent à mort et ils chauffent vachement bien. Ils ont des systèmes de poêles qu'ils mettent en route et ils savent très bien faire ça. C'est super. Il y a aussi une convivialité dans le bidonville, quelque chose de très particulier, au point qu'une partie ne veut pas quitter le bidonville. Et moi, j'ai une petite jeune fille qui, un jour, je venais avec une fille d'une association et elle explique, elle me dit, mais elle vient faire quoi cette dame? Elle vient voir comment on peut arriver à finir ce bidonville et à vous héberger et faire des choses bien. Et la petite jeune fille qui était en hébergement dit, mais moi j'adore le bidonville, mais c'est l'endroit où j'étais le plus heureuse de ma vie. Et c'est pas spécial aux Roms, Roumains, Gitans, machin. Si on lit les textes sur l'éradication des bidonvilles de Nanterre, etc. On parle beaucoup des bidonvilles comme si on découvrait la Lune. Il y a 15 000 personnes aujourd'hui en bidonville en France, dispersées dans toute la France. Dans les grandes années 60, il y avait 80 000 personnes, sachant que la population française était d'un tiers en moins. On était 50 millions et pas presque 70 millions. Il y avait 80 000 personnes, essentiellement autour de Paris, dans des bidonvilles qui faisaient 15-20 000 personnes. C'était des vraies villes pour le coup. Aujourd'hui, c'est des bidonvillages. C'est pas des bidonvilles. Ces enfants, ils sont pas dans la rue. Ils sont en situation difficile et il faut se faire quelque chose. Mais dire ils sont dans la rue, c'est mensonger. Et moi, je trouve que c'est... Il y a la fameuse phrase de Camus, je la rappelle jamais exactement, mais mal nommer les choses, c'est très grave. Enfin, il dit c'est très grave, mais il le dit mieux que ça. Comment? Voilà. Mais je pense que c'est vrai. Et que là, moi, je suis très furieux. Ça fait encore un moment où je suis furieux. Je suis furieux contre l'État qui ne veut pas faire de stats. Il n'y a pas que sur la question du handicap, il y a aussi sur la question sur toutes les questions sociales. Quand j'étais à l'UNIOPS, on s'occupait notamment des mineurs isolés, et on disait il y en a entre 4 et 6 000. C'est 50% de plus. Aujourd'hui, on a plus. Mais à l'époque, on disait on ne sait pas très bien, c'est entre 4 et 6 000. Ben ouais, mais enfin, votre salaire, à la fin du mois, il est 2 000 ou 3 000. Ça ne fait pas de différence. Ben si, ça fait vraiment une différence. Donc c'est scandaleux qu'on ne compte pas ça. Et puis on ne sait pas du coup pour qui on fait une politique sociale. Hein, c'est pas bien.
C'est pas bien et c'est grave. Dire il y a 4000 enfants dans la rue ou il y a 4000 enfants en bidonville, c'est pas du tout la même chose. On va pas les traiter de la même façon, on va pas faire la même chose après comme politique. Donc c'est pas pareil. Il n'y a pas de place, de toute façon. Donc c'est très gentil de dire, là les associations qui disent ils veulent pas y aller. Si, ils veulent y aller. Alors pas tous, pas tous. Là aussi, il y a un chapitre, là je peux pas parce que vous avez d'autres trucs après. Juste, il y a une famille que j'ai suivie, c'était intéressant, ils dormaient dans la rue, ils faisaient la Manche, pardon, au début je les ai connus faisant la Manche, près de la Bastille. Donc ils tenaient aussi tout d'un bout de trottoir avec les parents et puis 3-4 couples qui étaient en fait de la même famille. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont choisi, nous tous, quand on a à se questionner sur le lieu où on veut vivre, on veut un appartement ou une maison, et plutôt en centre-ville ou plutôt en périphérie selon les moyens qu'on a. C'est assez simple finalement, et un peu plus grand, un peu plus petit selon les moyens qu'on a. Dans cette même famille, vraiment la même famille, les uns ont dit, nous on veut vivre en bidonville parce qu'il y a une solidarité. La sœur dit, ah mais alors là, jamais plus le bidonville. On s'est fait gazer par la police et en plus on a bu de l'eau du ruisseau qui passait à côté, on a tous été malades. Jamais plus le bidonville, nous on couche dans la rue. Et on met mieux ça. Les premiers disent on couche pas dans la rue parce qu'on se fait attaquer. C'est le frère et la sœur. Hein. Le troisième il dit mais vos deux solutions c'est vraiment pas possible. Nous on rentre en Roumanie, on n'en peut plus. C'est des choix de vie qui sont radicalement différents. Parce que c'est des choix imposés d'une très grande précarité. Nous, on a du mal à comprendre, et chacun a sa vraie logique profonde. Il faut qu'on l'entende. Là, j'ai une famille qui refuse d'aller en logement. Pour le moment, on leur a proposé que des chambres d'hôtel qui sont toutes petites. Donc peut-être que si c'était un vrai logement, ils accepteraient. Pour le moment, ils refusent. Pourquoi ? Parce que comme ils gagnent leur vie, ils font les poubelles, ils récupèrent des vêtements, ils les nettoient, ils les revendent. Ils ont un stockage énorme. Ben, c'est pas acceptable. Dans une chambre d'hôtel, on leur dit mais c'est refusé par l'hôtelier et c'est normal. Mais du coup, c'est pas possible. Donc il y a énormément de contraintes. Là, il faut vraiment, c'est pas pour faire de la pub pour le livre. Il y a d'autres livres qui le racontent. Moi, je raconte mieux, mais vous pouvez lire il y a un chapitre justement sur le logement, comment on fait, pourquoi on le fait comme ça. Il y a un chapitre aussi sur les enfants, sur le rapport aux enfants. C'est très complexe et sur la question de l'école, parce que la question de l'école, c'est pas simple. C'est pas simple quand vous avez en Roumanie, il y a 2% d'analphabètes, mais il y a 22% d'analphabètes chez les Roms. D'accord ? Parce qu'ils sont relégués. Il y a un film, je vous chercherai si vous voulez, c'est toujours disponible sur Arte, sur YouTube. Il y a un film d'Arte, vous tapez Arte, la mendicité des Roms, ou un truc comme ça. Vous tapez ça et vous trouverez, il y a un film de 32 minutes qui est super. C'est sur les Roms en Allemagne, puisque Arte c'est franco-allemand, et ils ont suivi pendant 2 ans des femmes roms qui faisaient la Manche, et puis ils ont été les voir en Roumanie. C'est très intéressant, on voit d'où ils viennent et on voit pourquoi ils sont dans une mer de noir. Est-ce qu'ils acceptent de travailler ? Vous avez posé 25 questions, on a encore pas qu'une, mais c'était très bien. Est-ce qu'ils acceptent de travailler ? Oui, mais non. Oui, mais non. Parce que personne ne veut d'eux. Parce que c'est des gens... c'était bien quand il y avait de l'agriculture sans machine. Oui, ramasser des patates, on n'a pas besoin d'être polytechnicien. Pardon. Mais par contre... Mais aujourd'hui, il n'y a pas un boulot où on ne vous demande pas de savoir lire un mode d'emploi. Déjà en Roumanie, ils ne savent pas le lire. Alors en français, encore moins. Il y en a qui savent, mais pas tous. L'un des premiers contacts que j'ai eu avec quelqu'un, il me dit, vachement fier de lui, j'ai fait 9 ans d'études. Et moi, je pense, après le bac, formaté comme on est. Mais non, 9 ans, c'était le polytechnicien de la bande, mais en fait, ça fait CP, C1, C2, CM1, CM2. 6e, 5e, 4e, 3e. C'est pas top quand même. Mais chez eux, c'était... Alors, on n'est pas sur les mêmes planètes. Et il faut essayer, c'est justement pour ça, un autre regard sur les Roms, essayer de comprendre déjà, de comprendre un peu les problématiques, et après, on peut discuter. C'est pas... Pardon, ça fait très désagréable ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est que après, on peut essayer de trouver des solutions. Mais d'abord, il faut essayer de comprendre quelle est la situation et pourquoi on n'y arrive pas. Et l'école, c'est un vrai sujet très très complexe.
Nicolas, on t'écouterait à perte de vue, hein, voilà. Je sais pas, est-ce qu'il y a encore une question qui vraiment vous démange? Alors, il y en a plein dans le sac. Hein, donc... Voilà. Alors, une dernière question, puis ensuite, Nicolas peut-être pourra signer ses livres. En fait, ce n'est pas vraiment une question. Un des derniers mots que j'ai retenu de Pedro Mecas, nous avons connu à la fin de sa vie, je crois que le dernier repas qu'il a pris, c'est chez nous. Ah oui. Peu importe, c'était « la parole de Dieu n'existe pas ». C'est-à-dire que pour lui, il n'y avait pas de parole surplombante. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui a beaucoup marqué aussi notre petit-fils, qui à l'époque n'allait pas très bien. Voilà, ça c'est une chose que je voulais dire. Ensuite, on pourrait dire beaucoup de choses sur ce qui se passe dans cette chapelle à propos des Roms, mais ce n'est pas le lieu et pas le moment. Et puis, il me semble qu'il faudrait bien préciser que les Roms ne sont pas tous roumains. Il y en a aussi en Bulgarie et dans d'autres régions. C'est important. Les gens du voyage, et en particulier, sans doute la Roumanie est le pays où les Roms sont le moins bien accueillis. Et il se trouve que un des prêtres que nous voyons ici est roumain et on essaye de convaincre l'intérêt qu'il y aurait à essayer de nouer une relation avec les Roms. C'est impossible. On nous dit, mais ce qui se passe là-bas, c'est tel. Nous avons ici une association qui s'appelle Association Adefro, qui intervient aussi en Roumanie, mais les Roms, il faut en parler. Voilà. Enfin, ça pose beaucoup de questions. On n'est pas très nombreux de la chapelle ici, mais en tout cas, ce que vous avez dit était passionnant. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre livre. Évidemment, je fais lire le livre sur Pedro. Juste sur les Roms pour dire, il y a un chapitre au début, dedans, pour dire d'où ils viennent, parce qu'effectivement, nous, en France, on a surtout des Roms roumains. Mais en fait, ils viennent de tous les pays. Ils viennent d'Inde au départ, au 12, 13, 14e siècle. Ils se sont répandus un peu partout. Vous savez, on dit en Égypte, c'est les Gypsies. Enfin, ils sont passés par l'Égypte et c'est les Gypsies. Ils sont passés par l'Europe centrale et c'est les Bohémiens, puis les Romanichels, etc. Tout ça, c'est la même chose. Et en France, nous, on a les gens du voyage, c'est la même origine. Après, eux ne se sentent pas du tout la même communauté, ils se sentent pas du tout de la même communauté, ils ont une communauté de villages, de familles d'abord, très fondamentalement, de familles au sens large, et de villages. Le reste, c'est beaucoup plus flou pour eux. Mais en France, donc nous on a surtout des Roms roumains et un peu bulgares, notamment du côté de Bordeaux, ils sont plus bulgares. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui ait ouvert la voie, et puis après d'autres viennent, parce qu'ils viennent vraiment en famille. Et puis, mais dans d'autres pays, ils ne sont pas du même pays. Ils sont pas, voilà, ils se dispersent un peu partout en essayant de trouver mieux ou moins mal. Sur la phrase, comment vous réagissez par rapport à la phrase « il n'y a pas de parole sur le monde » Non, il n'a pas dit ça. Il a dit la parole de Dieu n'existe pas. Non, c'est plus fort, c'est pire. Enfin, c'est plus fort. Non, c'est pas pire. Enfin, c'est pire. C'est comme la marquise de Castellane qui disait « Je suis pas belle, je suis pire ». Dans ce que je connais de Pedro, ça ne veut pas dire qu'il disait pas qu'il y a Dieu, qu'il ne niait Dieu. Mais effectivement, il n'y a pas de parole surplombante. Il n'y a pas de... Dieu, c'est pas le Père, hein. Même si lui, il avait une tête de Dieu le Père avec sa grosse barbe, mais c'est pas un truc... Quand Blanquart, etc., disait l'homme de Nazareth, c'est ça qui les intéresse le plus. C'est vraiment Jésus. Vraiment, c'est... quand je disais ces béatitudes, ça va dans le même sens. Il n'y a pas de côté normatif dans ces béatitudes. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, je vais vous la redire parce que des fois vous ne l'ayez pas bien capté, mais parce que moi je la trouve jolie cette phrase. Un creux pour accueillir l'autre, une crèche pour accueillir la vie, une cruche pour accueillir le vin de la fête. Il y a vraiment tout. Il y a cette solidarité, puis il y a cet amour de la vie. Enfin, je pense que vous devez le retrouver là-dedans en disant des trucs comme ça. Pardon. Voilà, toi tu vas y avoir à gober là. Mais donc c'est pas un truc anti-Dieu, mais c'est un truc anti un certain Dieu, un Dieu père patriarcal et castrateur en fait. Alors lui disait, il était beaucoup plus dominicain qu'église.
hein, il tenait beaucoup aux dominicains. C'était quelque chose, quand même, il faut voir, c'est quand même assez étonnant parce que c'est un gars, il a fait zéro étude. Et ils rentrent dans un endroit où c'est comme les jésuites. C'est des monstres. Enfin, ils sont tous énarques polytechniciens, HSC, normal, etc. Et ils ont un espèce d'ovni, ce mec qui a rien fait que vendre sur les marchés, faire de la contrebande, faire des trucs pas catholiques du tout. Et ils se retrouvent avec ce gars-là. Alors, j'en avais discuté avec le père Cadoré, qui a été grand maître de tous les dominicains, qui dit oui, alors faut pas exagérer parce que un type qui a quand même fait 6 ans d'études dominicaines, c'est quand même une forme d'étude. Il avait raison, mais il n'avait pas raison parce qu'il n'avait pas fait les autres études. Néanmoins, il lisait énormément. Il avait annoté énormément la somme de saint Thomas d'Aquin. Et donc, il avait une culture très approfondie. Et il avait zéro complexe. Il aurait pu, hein, parce qu'ils m'ont cité le cas d'un ou deux autres frères qui étaient avec des niveaux scolaires plus élevés, mais quand même limités, et qui, eux, étaient mal à l'aise face à tous les super diplômés. Alors lui, aucun problème. Il parlait avec un ministre ou un SDF exactement de la même façon, et il a parlé avec les deux. Et aucune difficulté. Par contre, il voulait pas qu'on le surplombe. Et donc, il avait un rapport avec les dominicains qui était très fort, et il avait vraiment une grande chaleur avec eux. L'église, un peu moins. Enfin, l'église, voilà, c'était justement parce que ça a un côté un peu quand même un peu normatif qui l'emballait moins. Merci infiniment. C'était tout à fait passionnant. On s'y attendait, mais voilà. Là, je pense que ces livres sont pour nous éducateurs. Nicolas en a beaucoup parlé. Quel regard, comment se comporter. C'est difficile pour nous tous. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans la rue avec ceux qui font la manche bon, voilà. Et je trouve que les livres de Nicolas nous aident humblement, là aussi sans jugement, à faire un chemin. Je trouve ça très, très important. Merci encore à tous.